Alors, bonjour à tous. Premièrement, je vais rectifier un petit peu Olivier. Là, on va vraiment se lancer la balle tout au long de la présentation, moi et Christian. Pourquoi on a décidé de présenter à deux? On était à la base supposé chacun de faire une présentation, mais en se jasant, Christian et moi, on se rendait compte qu'on se dédoublait. Donc, on a décidé là, de prendre plus de temps pour traiter de plus d'informations, mais de se diviser la tâche. Donc, je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Si on m'avait dit en 2005, quand j'ai commencé à suivre le chanvre, qu'on aurait un colloque provincial sur le chanvre industriel, j'y aurais pas cru. Donc, je pense que le chanvre industriel est dans le paysage du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la province pour y rester. Fait que je suis bien heureuse de ça. Donc, comment s'y prendre pour réussir, c'est un peu le topo, le sujet de notre conférence. On va essayer, en se basant principalement sur le contenu du guide qu'on a rédigé là, dans le cadre de la démarche de concertation provinciale qu'Olivier a mentionné tout à l'heure. Donc, on se base sur les informations, le contenu du guide là, qui s'intitule « Le guide pour la production en régie biologique et conventionnelle ». Donc, on ne parle pas seulement de grains, on parle du chanvre industriel comme une plante. Sans vouloir répéter Olivier, la rédaction du guide a été coordonnée par Olivier Lalonde. Et puis, la rédaction, ça a été faite par Olivier, moi-même, Marc Beaulieu, qui est agronome, plus dans l'Est, là, dans le Bas-Saint-Laurent, mais je pense qu'il offre des services un petit peu partout en province. Et puis, Francis Lavoie de Lavoie Équipement, qui a couvert là, plus la section machinerie. C'est un projet, donc le guide, mais tout le côté concertation provinciale qui a été financé par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du programme du développement des tables sectorielles, en tout cas, j'oublie le nom du programme, dans le cadre de Cultivons l'avenir 2, mais aussi il y a une contribution privée. Donc, il y a des entreprises qui ont investi dans cette démarche-là, puis je voudrais les nommer. Puis là, c'est écrit ici. Je vais reprendre mes notes. Donc, il y a la ferme JDN Pelletier, la ferme 3J, la ferme Taillon et Fils, la ferme Tournevent, la minoterie des Anciens, la Nopole, Fibre Incorporée, la Voie Équipement Agricole Incorporée et Réseau Agrocentre et Logistique Unicorp Incorporée. Donc, il y a un financement privé qui a eu lieu. Donc, dans notre conférence, brièvement, on s'est basé sur le plan de présentation, la table des matières du guide de production, donc une introduction. Avant de produire, bien, il faut connaître la plante, fait qu'on va un petit peu quand même essayer de partir sur la même base. Juste à main levée pour mon intérêt de l'audience, là, qui sont producteurs de chanvre industriel dans la salle? Merci. Donc, on va faire un bref portrait, puis on va parler de la biologie de la plante. Pour cultiver le chanvre, on commence par où? La réglementation, le choix du site, le choix du cultivar, le semis. On va continuer avec la fertilisation, la gestion des mauvaises herbes, mais aussi des ravageurs, la récolte du grain, de la paille, mais aussi depuis 2017, on peut récolter les fleurs et les feuilles. Les rendements qu'on obtient ici en province, le traitement du grain pour l'entreposage et la conservation. Puis, on va terminer là, en présentant des budgets là, brièvement, mais qui sont présents dans le guide de production. Donc, le GMA. Donc, moi, je travaille au GMA Saguenay-Lac-Saint-Jean à Alma. On a 3 points de service, un à Saint-Félicien, un à Alma, puis un au Saguenay. Donc, je suis agronome en agro-environnement depuis 15 ans. Puis, en 2005, il y a un de mes clients qui a eu la brillante idée d'essayer le chanvre industriel. C'est depuis ce temps-là que l'histoire du chanvre a commencé, donc 1 an après la ferme Taillon et Fils. Donc, mon histoire avec le chanvre, c'est des suivis de culture, donc 13 ans de suivi de culture, d'essais au champ,
De partenariat aussi avec les producteurs puis avec le ministère de l'Agriculture. On a démarré un réseau d'essais régional en 2011. Fait des essais provinciaux aussi dans le cadre des projets, des programmes Innovation, Innov'Bio dans le temps, Innov'Action ensuite, des voyages de groupe, des visites de parcelles au niveau provincial. Voilà, c'est ce qui résume un petit peu mon implication. Je vais passer la parole à Christian pour qu'il présente son entreprise. Alors, c'est trop fort. Bonjour à tous. J'avais promis que je parlerais fort parce qu'au début, je trouvais que le son n'était pas très fort, donc c'est correct pour le son. Alors, bienvenue à tous. Très heureux de voir que vous êtes autant de personnes intéressées par le chanvre. Comme Audrey l'a mentionné tantôt, la ferme Taillon & Fils, bien, on a eu l'honneur d'être la première entreprise à tester ou à essayer le chanvre dans la région. C'est simple, c'est lors d'un repas que j'ai pris là, avec le groupe des producteurs de grains bio du Québec. J'ai rencontré M. Jacques Côté d'Aliments Trigone, avec qui on faisait affaire depuis déjà une dizaine d'années pour le sarrasin. J'avais simplement demandé à M. Côté, j'ai dit, est-ce que tu connais une culture qui pourrait être pratiquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le climat qu'on connaît chez nous, puis qui pourrait être intéressante pour votre entreprise? Puis d'entrée de jeu, il me dit, ça fait 1 an que j'essaye le chanvre, puis j'aimerais ça qu'il serait testé ailleurs que juste à Saint-François de Montmagny. Donc, ça a commencé comme ça. C'est pour ça que depuis 2004, on essaye, puis on fait du chanvre, puis content de voir que ça chemine tranquillement avec l'audience qu'on a aujourd'hui. Donc, la ferme Taillon & Fils, c'est 4 actionnaires. Je vais aller rapidement là-dessus. 4 actionnaires très heureux de faire partie de l'entreprise. Une particularité de ferme Taillon & Fils, c'est qu'il y a un Milo dans les taillons. Olivier, qui est celui le troisième à gauche, ou celui qui est près de moi d'abord. Qui est un non apparenté, mais qui s'est intégré dans la ferme depuis maintenant pratiquement 16 ans. Il est actionnaire avec nous autres. C'est lui qui est s'il y avait le micro, il pourrait même dire peut-être des choses que je ne dirais pas, parce que c'est lui qui est le pro là, des cultures à la ferme Taillon & Fils. Daniel, mon frère, et Francis, ça fait que ça va une belle entreprise qui va très bien. Tantôt, Olivier m'a présenté en parlant de ce qu'était la ferme, donc je ne répéterai pas. Mais vous voyez, là, je vais revenir avec les rotations, les cultures qu'on pratique présentement. La particularité de ferme Taillon & Fils, puis un gros avantage, c'est qu'en bio, on dit souvent que lorsqu'on a des unités animales sur l'entreprise, ça facilite beaucoup la rotation des cultures. Bien, vous voyez qu'on a 75 vaches laitières sous régie biologique. Puis on a également 1,3 million de poulets en forfait, en contrat. Ce n'est pas nous autres qui sommes les propriétaires, c'est Nutrinor qui est propriétaire des volailles, des bâtiments et de tout, mais c'est nous autres qui s'occupent du forfait. Et on a dans l'entente une disponibilité de fumier qui nous aide, de fumier de volaille qui nous aide quand même beaucoup. Bon, la ferme Taillon et le chanvre depuis 2004. Pourquoi? Bien, en fait, je vous l'ai dit tantôt, le climat. M. Côté m'avait convaincu que c'était une plante de climat frais qui était probablement faisable au lac. Donc ça, c'est non discutable. C'est certain que ça se fait. Ça fait 15 ans qu'on en fait, puis on réussit quand même assez bien. C'est une plante qui s'introduit super bien dans les rotations de culture qu'on faisait chez nous. En plus que c'est de la famille des cannabinacées. Donc, oui, il y a certaines maladies comme la sclérotinia qui peuvent ressembler à d'autres maladies qu'on connaît dans le canola ou dans le soya, mais quand même, c'est une plante qui n'est pas une grosse facilité à la maladie. Donc, dans les rotations, ça coupe le cycle de certaines maladies. On profite là, de la place que ça peut prendre, puis c'est une plante qui a quand même besoin de beaucoup de fertilisants. Il faut le doser comme il faut, mais quand même beaucoup de fertilisants. On en disposait quand même pas mal à la ferme Taillon, donc c'est un autre avantage qu'on avait. Les maladies, j'en ai parlé. Il y a les opportunités de marché. Bien, écoute, en 2004, quand M. Côté m'a dit que le chanvre se vendait 1 600 $ la tonne, moi, je pensais qu'on était capable de faire 3 tonnes hectares là-dedans. Là. Ça fait que j'arrivais chez nous en disant aux gars, hey, ça y est, on est riche demain matin, ça fait qu'on fait du chanvre. Finalement, on a appris que ce n'est pas tout à fait 3 tonnes hectares qu'on est capable d'atteindre là-dedans, c'est un peu moins, donc, mais quand même, c'est la culture depuis 15 ans chez Ferme Taillon & Fils qui est la plus rentable sur le prix du marché. On parle d'un prix de marché, dans le fond, qui a commencé à 1 600 $ la tonne en 2004 quand on a commencé, et graduellement aller jusqu'à 4 000 pour revenir à environ 3 000 présentement. On continue. Oh, c'est tout. Là, surprenez-vous pas, on n'est pas un couple dans la vraie vie. On est juste un couple dans le chanvre. Ça peut arriver qu'on se questionne à qui c'est le tour à qui.
Donc là, c'est le tour à Audrey, c'est ça? Oui. Donc, avant de produire du chanvre, il faut connaître la plante. Je vais aller rapidement là-dessus. On a quand même beaucoup de matériel. Christian l'a dit, hein, le chanvre, ça fait partie de la famille c'est une plante de la famille des cannabinacées. Donc, Cannabis sativa. Donc, c'est de la même famille que le houblon. Et puis, c'est la même espèce que la marijuana. C'est seulement qu'il y a une multitude de variétés qui va distinguer si on parle de chanvre industriel ou de marijuana. Donc, c'est vraiment le taux en THC qui va les différencier. La définition du règlement sur le chanvre industriel, c'est que le chanvre donc, définit le chanvre comme étant du cannabis contenant un maximum de 0,3 % de THC, donc de delta 9 tétrahydrocannabinol, là, apprenez-le par cœur. C'est le composé qui vous offre des effets un petit peu psychotropes. Donc, le chanvre industriel, on a des cultivars qui sont à moins 0,3 % THC. Bref historique, je vais rapidement, mais on utilise le chanvre industriel depuis longtemps. C'est pas nouveau, ça a l'air nouveau. On parle encore d'une culture émergente, mais on parle de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on l'utilisait pour s'alimenter avec le grain, l'huile. On l'utilisait pour s'habiller avec la fibre. On utilisait aussi la fibre pour les cordages de bateaux là, dans le transport maritime, les voiles. Donc, c'est une ancienne culture qu'on réapprivoise. L'interdiction de cultiver le chanvre, ça a été suite à un mouvement anti-drogue là, en 1930. La levée de l'interdiction en Europe, ça a été en 1992, et puis au Canada en 1998. Donc, sous certaines conditions, on l'a dit tout à l'heure, puis on va en parler avec la réglementation. Donc, ça prend des licences pour produire le chanvre industriel. Depuis sa réintégration, au Canada, c'est encore marginal au Québec, mais au Canada, c'est quand même au-delà de 55 000 hectares. Donc, c'est une culture qui est assez importante, puis on la cultive principalement pour le grain. Le chanvre, on utilise donc le grain, la chènevotte, qui est la partie intérieure un peu liégeuse de la tige. Je suis en train de m'étouffer. Et l'extérieur, le pourtour, qui est la fibre cellulosique, qui va être utilisée au niveau plus textile. Ici au Québec, on parle principalement du grain, mais depuis quelques années, il y a quand même beaucoup de développement qui se fait pour essayer de diversifier l'utilisation du chanvre industriel, diversifier ses marchés. Donc, l'alimentation, donc les grains entiers, les grains calés, les huiles, les produits dérivés, mais aussi en matériaux de construction. Il y a plusieurs conférences qui vont nous suivre, qui vont parler de ces sujets-là. Donc, la chènevotte qui va être utilisée beaucoup plus pour ses propriétés isolantes dans les matériaux de construction ou dans les litières. La fibre technique, qui est vraiment la fibre cellulosique autour de la tige, qui va être utilisée plus en remplacement du coton pour la fibre textile. Le marché médical, donc on en a peu parlé, puis on en parlera peu, c'est en développement. Donc, il y a un marché au niveau du cannabidiol, qui est un cannabinoïde au même titre que le THC, sauf qu'il n'y a pas les effets psychotropes. Donc, on le recherche au niveau pharmaceutique, beaucoup pour ses propriétés anti-inflammatoires, anti-anxiété. C'est un antidépresseur naturel, puis il va aussi également freiner la prolifération des cellules cancéreuses. Comme dans le fond, le CBD, il est produit sur la fleur. Vous avez les trichomes à gauche, ici. Donc, ils vont libérer, là, c'est des glandes qui vont libérer ce composé-là. Donc, la période où le contenu est le plus élevé, c'est durant la floraison. On est allé au Vermont le 8 février dernier avec des producteurs.
Puis on en a appris davantage. Eux autres sont vraiment avancés au niveau de la production de chanvre industrielle pour le CBD. Donc, c'est toute une autre régie. On a beaucoup d'adaptations à faire. On a appris beaucoup de choses. Fait que là, on débroussaille. Il y a aussi les biocomposites. Je pense qu'on en parle en après-midi. D'autres marchés là, du chanvre. Donc, c'est une plante qui est assez complète. La production québécoise, canadienne en chiffres, je pense qu'Olivier a passé à travers, mais sur le site de Santé Canada, c'est la mise à jour 2017. La 2018 n'est pas encore présente. Mais on parle en 2017 de 55 380 hectares au Canada. Si vous regardez les provinces de l'Est, donc Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Québec, donc le Québec avec 2000 hectares, c'était quand même notre année record. C'est un peu moins là, pour 2018. Ben on est quand même le gros producteur de l'Est. Et puis, ben je voulais mettre la petite marque du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 1300 hectares au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2017. Puis c'est un approximatif là, sur le 2000 hectares provincial. Fait que je pense qu'on a un bon terroir pour le chanvre industriel. Rapidement, bien, le chanvre industriel, c'est une annuelle herbacée. Elle a des feuilles composées, dentées. Il va y avoir des folioles, de 1 à 11 folioles. Les feuilles sont opposées au début. Puis quand l'induction de la floraison, quand la floraison est induite, là, en théorie, on va voir les feuilles devenir alternes. La floraison est indéterminée. Et puis, le système racinaire, comme vous voyez, là, vous avez 4 racines ici. Le système racinaire est très peu performant, donc c'est une racine pivotante, mais dans les sols, le moindrement lourd, là, à minute qu'on a une petite compaction, la racine va dévier. Vous avez l'apparence du grain ici, donc au début, c'est un grain seul hein, qui est vraiment sur une bractée. La bractée va s'ouvrir quand le grain va être mûr. Vous avez des grains qui sont verts avec la bractée encore autour, et puis vous avez des grains mûrs là, qui deviennent comme beige et marbrés un petit peu quand le grain est vraiment mûr. Donc, c'est un oléagineux, bien sûr. Naturellement, le chanvre est dioïque, ce qui veut dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées par des plants différents. Donc, à votre gauche, vous avez un plant mâle en fleurs et au centre, un plant femelle. Les fleurs femelles sont pollinisées par les pollinisateurs, mais sont visitées par les pollinisateurs, contrairement aux fleurs femelles qui ne le sont pas. Et ici, vous avez, des fois dans la nature, il arrive des drôles de choses, donc des plants hermaphrodites qui va porter et les fleurs femelles et les fleurs mâles. Puis ça a été une opportunité de développement pour les semenciers, c'est-à-dire qu'il y a des variétés maintenant qui sont monoïques, donc les fleurs mâles et femelles sont portées par le même plant. Donc, tous les plants produisent des grains. C'est un peu l'avantage. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des tiges brunes. Ça, c'est les plants mâles qui, une fois que la floraison est terminée, leur job est fait. Donc, c'est la place aux femelles après. Puis, je passe la parole à Christian. Bon, alors, rebonjour. Pour cultiver le chanvre industriel, par où commencer? Ah, c'est moi qui ai le piton. OK. Bon, idéalement, en fait, le chanvre industriel, ce n'est pas une culture comme une autre. Ce n'est pas une culture où on dit, on rêve un 1er mai ou un 1er juin, là, hop, on fait du chanvre, puis on ne s'occupe pas de rien d'autre, un peu comme ça peut se passer dans les cultures habituelles comme l'orge, le blé, l'avoine, où à peu près, c'est facile à vendre, puis c'est moins compliqué. Donc, idéalement, c'est d'y penser très tôt, genre avant le 1er février, là, pour commencer les démarches d'identifier l'acheteur. Je dis l'acheteur parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'acheteurs, il y en a un ou deux, là. Donc,
On n'en parlera pas plus que ça pour le moment, mais identifier votre acheteur, s'assurer qu'il y a de la place pour des contrats, négocier le prix. Le prix, en tout cas, c'est pas mal stable à grandeur du Canada, mais c'est quand même très important de savoir où on s'en va. Je ne l'ai pas marqué, mais je vous dirais participer à des colloques, à des journées d'information, parce qu'on ne s'improvise pas producteur de chanvre le 1er février, là, comme ça. Identifier l'acheteur. Réserver les semences, parce que les semences, c'est quand même c'est en quantité quand même assez limitée, surtout si on vise des variétés particulières qui sont plus adaptées à notre région. Il faut vraiment s'assurer d'avoir de la semence. Et de ne pas oublier la licence. C'est particulier, on va aller rapidement aussi là-dessus. Le chanvre n'est pas une culture normale, c'est géré, les permis sont gérés par Santé Canada, donc c'est très important de procéder à la demande de licence assez tôt parce que souvent c'est quand même assez ardu, même si avec le nouveau règlement présentement depuis 2017, c'est un petit peu moins complexe, il reste que ça ne se fait pas en 5 minutes. Et ensuite, bien, s'assurer qu'on va en parler plus loin, mais s'assurer qu'on a les équipements nécessaires pour la récolte, l'entreposage, le semis, etc. S'assurer qu'on a pas mal tout compris comment ça fonctionnait. La réglementation, on va aller rapidement. Olivier en a parlé un peu ce matin. Je l'ai dit, on a besoin d'une licence. Qui a besoin de la licence? C'est tout le monde, là. Pas juste les producteurs. Les producteurs de semences en ont besoin, les producteurs de grains, les producteurs de fibres, de feuilles et de fleurs, les sélectionneurs, les vendeurs et distributeurs. Tout ce monde-là ont besoin d'avoir une licence. Ce n'est pas une licence qui est différente pour tout le monde. Il y a 2 licences, dans le fond. Il y a la licence pour le chanvre industriel, il y a la licence pour le cannabis. Celle du chanvre industriel est beaucoup plus facile à avoir que celle pour le cannabis. Les choses qui ont changé depuis 2017, on n'a plus besoin de certificat de bonne citoyenneté. Là, c'est marqué certificat de police, mais en fait, c'est un certificat de bonne citoyenneté. Si vous avez eu des accros avec la Sûreté du Québec, ça commence mal. Mais maintenant, on n'a plus besoin de ça. Il faut quand même... plus de distance minimale avec les écoles primaires, les garderies, etc. Ça, c'est terminé. La superficie minimale de 4 hectares est terminée aussi. Puis le plan des champs, ensuite, les coordonnées GPS, ça tient toujours. Mais c'est relativement simple. Avec Google Earth, on est capable de faire ça assis dans le bureau. Okay? Puis ça, ces données-là, les coordonnées géoréférenciées, on peut attendre 15 jours après le semis pour les déclarer. On n'est pas obligé de faire ça en même temps que le permis. Et maintenant, la récolte des fleurs et des feuilles est permise. Ça, c'est juste depuis, pour les producteurs de chanvre industriel, c'est juste depuis le mois d'octobre 2017. Donc, l'an passé, la ferme Taillon et Fils, on a récolté les feuilles et les fleurs pour une partie de la superficie. Le choix du site. En fait, en 2004, quand on a commencé à faire du chanvre chez nous, on a fait ça en arrière d'une prairie. On avait des prairies de 3-4 ans. On a pris un champ, le plus beau. Quand on commence une culture, on essaye de commencer où on pense qu'on va avoir les plus beaux résultats. On a commencé en arrière d'une prairie de 4 ans, puis ça a bien été. Beau rendement. La deuxième année, encore un plus beau rendement. Donc, on s'est dit, ça y est, on vient de trouver la solution. On a semé du chanvre partout l'année d'après. On a presque oublié l'avoine, l'orge, le blé. On a semé du chanvre partout. On a passé de 1600 kilos, qui était une année record en 2005, on a tombé à 280 kilos. Donc, le chanvre, ça ne sème pas n'importe où puis n'importe comment, je peux vous le dire. Il y a 4 critères à respecter. C'est une bonne structure de sol et un bon égouttement. On choisit, dans le fond, au prix que ça vaut le chanvre, on choisit les meilleurs morceaux, la meilleure place dans la rotation. On prend pas de chance avec ça. Donc, une bonne structure de sol. Le chanvre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plante qui est extrêmement sensible à la structure du sol. Si c'est un sol qui est mal égoutté, qui est facile à croûter s'il y a une pluie battante ou peu importe, ça a un système racinaire qui est très peu performant. Audrey vous a montré des photos tantôt où à moindre compaction, la racine elle se promène à peu près n'importe où. Et jusqu'à 3 à 4 paires de feuilles. Donc, jusqu'à 3 semaines, 1 mois après le semis, il faut vraiment être dans des bonnes structures pour s'assurer que la levée est bonne. Donc, ces particularités-là, on les retrouve surtout en arrière d'une prairie d'au moins 2 ans. Une prairie d'1 an, pas tellement. Il y a beaucoup de mauvaises herbes encore. Vous allez comprendre à notre rotation tantôt. Et sinon, un engrais vert de pleine saison.
On n'a pas encore vraiment testé ça beaucoup à la ferme Taillon, les engrais verts de pleine saison. On commence depuis 3-4 ans, mais sinon, on ne fait pas de chanvre là, si c'est en arrière d'une culture d'orge ou d'avoine ou peu importe. Trop de mauvaises herbes, trop de danger de manquer. Donc, un champ qui a une faible pression de mauvaises herbes et des pH adéquats. On parlait au début d'un pH de 6, maintenant on parle d'un pH de 6,5. Donc, à la ferme, nous autres, on essaye là, de mettre des applications de chaux majeures pour essayer de monter tous nos pH en haut de 6,5 pour être capable de faire du chanvre à peu près partout sur nos superficies. Sarah, est-ce que tu préfères qu'on s'arrête là pour le cultivar? OK, là, ça c'est beau. Le choix des cultivars. Dans le fond, la région, on n'est pas une région qui a une saison de 7 mois, 7-8 mois. Donc, on a une saison courte. On veut des pailles qui sont courtes parce que jusqu'à maintenant, on récoltait uniquement la graine. Maintenant, on commence à regarder, on a fait des tests chez nous aussi l'année passée, on commence à regarder les 2 fins, puis même les 3 fins. Donc, on va peut-être favoriser des cultures avec la paille un peu plus longue, mais jusqu'à maintenant, on parlait uniquement de paille d'environ 150 cm, 4, 5, 6 pieds maximum. C'est la limite presque, 6 pieds pour la récolte de la manière qu'on l'a fait. Les variétés recommandées pour la région, bien, il y a Canma, Granma, dont les 2 semenciers, Moulin Coutu, Ferme Tournevent. Je dis Ferme Tournevent, mais en fait, ce n'est pas Ferme Tournevent, c'est Ferme Jacques Dallaire, excuse Jacques. Granma, CFX1, CFX2, Finola. Finola, c'était la première variété qu'on a semée dans la région en 2004. Après ça, on a eu des petits problèmes de grosseur de grains. Là. Il y avait trop de grains rejetés parce qu'ils étaient petits. Donc, c'est pour ça qu'on est maintenant au Canma, Granma, mais mal pris avec l'amélioration de ceux qui le décortiquent, etc. Le Finola peut quand même faire l'affaire. Dans l'Ouest canadien, c'est encore la culture qui est la variété qui est très populaire. Et j'ai parlé tantôt des 2 semenciers pour le Canma, Granma, qui sont les 2 notés là. Donc, si je ne me trompe pas, bien ça, c'est la liste. Là. Désolé, je sais que l'écran est plutôt pâle et vous êtes loin, mais c'est la liste de tous les cultivars qui sont acceptés par Santé Canada. Il faut savoir que Santé Canada accepte uniquement les cultivars en bas de 0,3 % de THC. Christian. Donc, ils sont tous notés là, puis je ne pense pas qu'ils soient tous. Là. Il y en a encore qui sont toujours, à chaque année, ils en ajoutent. Christian, je t'arrête. Ce n'est pas la liste des cultivars approuvés. Dans le fond, sur le site de Santé Canada, vous avez la liste à jour des cultivars approuvés. C'est seulement une liste de cultivars qui est présentée dans le guide de production et dont vous avez quelques caractéristiques là, au niveau, est-ce qu'ils sont monoïques, dioïques, le type, là, est-ce que c'est destiné au grain double fin ou à la paille, la hauteur moyenne, parce qu'on sait que les conditions jouent beaucoup. Et la floraison en nombre de jours après le semis, puis la récolte là, en nombre de jours jusqu'à la maturité. Ça, c'est toutes des données que vous avez dans le guide du chanvre que tu as parlé, Olivier, tantôt. On rentre vraiment dans la régie de culture. Le semis. Donc, à quel taux on sème le chanvre industriel? C'est sûr qu'on va ajuster le taux de semis selon le poids au 1000 grains, le pourcentage de germination qui est mentionné là, par le fournisseur de semences. Attention par contre, parce que le chanvre, même si on a un pourcentage de germination indiqué de 98 %, au champ, ça ne se révèle pas. C'est les pourcentages depuis 2005 que je cumule. Les pourcentages de levée sont souvent en dessous du 50 % de levée. Je vais dire en dessous de 60, mais c'est souvent en dessous de 50 % de levée. Les plus belles levées qu'on voit, ça va être du 70. Donc, on a un tableau dans le guide. Là, au niveau des grains, on va viser entre 5 et 150 plants au mètre carré pour un taux de semis qui va varier entre 30 et 45 selon les paramètres que je viens de vous parler. Pour le double fin, donc double fin, ça veut dire qu'on va récolter et le grain et la paille. On va viser 175 à 225 plants au mètre carré. Et puis le taux de semis entre 50 et 55. Pour la paille, on augmente encore, on veut une densité plus élevée avec 250 à 325 plants par mètre carré. Et puis pour un taux de semis là, qui va être équivalent entre 60 et 65 kg à l'hectare.
Selon nos essais au GMA de 2009 à 2011 de taux de semis chez différents producteurs, quand le champ est propre, donc qu'il n'y a pas d'historique de mauvaises herbes, si c'est un champ qui est relativement propre, le taux de semis n'a aucun effet sur le rendement. Donc le chanvre, c'est une culture qui est assez plastique. Quand il y a moins d'individus, les individus vont prendre plus de place, donc vont ramifier et faire plus de grains par plant. Donc, les taux de semis à l'essai, c'était de 25 à 80 kg à l'hectare. Maintenant, pourquoi on sèmerait plus fort? Bien, par exemple, il y a 2 raisons. Par exemple, si on a un champ qui est infesté de mauvaises herbes, où on sait en tout cas qu'il y a un historique, bien, on va augmenter notre taux de semis. Et puis moi, quand j'ai un nouveau client, un client qui commence à faire du chanvre, bien, je vais avoir tendance à augmenter aussi la recommandation au niveau des semis pour m'assurer d'une belle couverture de sol. Maintenant, quand est-ce qu'on sème? Bien, c'est sûr qu'on va regarder beaucoup la température du sol et les conditions du sol. On y va quand c'est prêt. Le chanvre démarre très lentement, donc il est très peu compétitif de l'implantation jusqu'à 3-4 paires de feuilles. Donc, plus on sème dans un sol chaud, plus le développement va se faire rapidement, puis plus le sol va être couvert rapidement, donc on va avoir une meilleure compétitivité aux mauvaises herbes. Au niveau du grain, généralement, on va semer fin mai, début juin. C'est un peu l'optimal qu'on vise. Avec des cultivars courts et hâtifs, bien, la fenêtre est plus grande. Donc, on peut semer, selon les régions, là, de la mi-mai jusqu'à la fin juin. Puis on a même déjà semé ici dans la région, là, début juillet. Ce n'est pas une recommandation. Les semis hâtifs, donc on va faire attention quand on est dans un sol plutôt argileux avec un pourcentage de limon, donc des sols qui sont sensibles à l'effet de la battance de la pluie, des sols qui vont croûter. On va avoir tendance à recommander un semis beaucoup plus tardif, donc pour éviter la période de pluie abondante du printemps. L'historique des mauvaises herbes aussi, si on sait qu'on a des mauvaises herbes à contrôler, on va semer un petit peu plus tardivement. Par contre, les semis tardifs, attention dans les sols légers, si on a des sols qui n'ont pas une bonne capacité de rétention d'eau, on va toujours privilégier un semis hâtif. L'avantage d'un semis tardif, je l'ai dit tout à l'heure, bien, ça lève rapidement. Donc, dans des essais de date de semis qu'on a réalisés dans diverses régions du Québec en 2015 et 2016, les résultats ont démontré que dans un sol sensible à la battance et ou avec une pression élevée de mauvaises herbes, bien, le semis de cultivar hâtif peut être retardé jusqu'à la fin juin, voire début juillet, afin d'être effectué dans de meilleures conditions sans trop affecter le rendement. Donc, c'est une opportunité. Ce n'est pas une recommandation, mais des fois, il y a des situations qui nous portent à reporter le semis. Un exemple, en 2012, un producteur d'Héberville a eu de la grêle, un épisode de grêle. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais tous les plants sont rasés. Ou en tout cas, une bonne partie des plants, on a dû évaluer avec le producteur qu'est-ce qu'on devait faire. Donc, il y a une partie des champs où la population était vraiment presque toute détruite. On a scrappé et ressemé le 3 juillet, et d'autres, on a laissé les parcelles comme ça pour voir ce que ça allait faire. Le chanvre est une culture plastique, je l'ai dit, donc le 16 juillet, 15 jours plus tard à peu près, le chanvre s'était refait, des ramifications. Donc, il était reparti. Vous voyez le champ, c'est un super beau champ, très bien fourni. Les rendements les rendements donnés dans ce champ-là, c'est équivalent à ceux qu'on a vus au ressemis du 3 juillet. Donc ça, c'est le champ qui a été ressemé le 3 juillet. On a eu 900 kg à l'hectare de rendement. Et les parcelles qui ont été non détruites ont eu à peu près entre 800 et 900 kg à l'hectare de rendement net. Donc, je pense qu'il y a plusieurs possibilités là, quand on parle du chanvre pour réagir quand ça ne va pas bien. 2013, je veux en remettre encore plus, même affaire. Il n'y a pas eu de grêle, mais il y a un semis à la même ferme que dans le fond, il y a eu des fortes pluies qui ont détruit la levée, qui ont empêché une bonne levée puis qui ont détruit des plants. Donc, vous voyez, c'est pas très beau, beaucoup plus de mauvaises herbes que de chanvre. Donc, on a détruit et on a ressemé le 6 juillet, je dis on, hein?
c'est pas moi qui ai semé. Donc, on voit les plants là, juste avant la récolte pour une récolte là, qui avoisinait aussi le 900 kg à l'hectare. Les dates de semis, quand on fait de la double fin ou de la paille, bien, l'enjeu de la date de semis est beaucoup plus important parce qu'on veut de la biomasse, on veut vraiment de la tige. Donc, on va préférer, si le champ est propre et que les conditions sont adéquates, semer le plus hâtivement possible pour vraiment bénéficier là, des longs jours d'ensoleillement avant la Saint-Jean. Bien, ça, je vous cache, je vous apprends rien. L'uniformité, c'est du semis, c'est un gage de succès. Donc, c'est une petite semence, on veut la semer sur l'humidité. Donc, on va varier la profondeur d'un quart de pouce à 3/4. Si on fait un semis tardif, on va aller un petit peu plus profond pour chercher l'humidité, mais on ne va jamais plus profond qu'1 pouce. Vous voyez une levée uniforme à gauche, puis une levée beaucoup plus hétérogène à droite. Le lit de semence, bien, qu'est-ce qu'on cherche? C'est vraiment de travailler en conditions parfaites, on l'a dit. Le chanvre, il est peu performant en début de culture. Sa racine, dès qu'elle frappe une résistance, elle bifurque, donc ça affecte l'implantation. Bon enfouissement des résidus, c'est sûr que s'il y a des résidus en surface, notre semis ne sera pas uniforme. Un lit de semence ferme pour ne pas semer trop creux. Et attention au sol limoneux, donc on veut limiter l'effet de battance, on veut des agrégats en surface quand même, donc on veut éviter de pulvériser le sol. Ça, c'est un peu une situation extrême, mais c'est un sol limoneux qui, après le semis, a vécu des fortes pluies. Donc, ces plants-là, ce n'est pas des jeunes plantules, là. Ils ne feront rien d'autre que ça. Donc, ça, c'est un champ à détruire. Il ne faut pas hésiter à détruire un champ quand on a ça et ressemer. Ça, c'est un champ qui va bien, donc qui commence sa croissance active 4-5 semaines après le semis. On voit que ça va bien, puis on sait qu'on va avoir un rendement dans ce champ-là. La population est peut-être élevée, mais en tout cas, on sait que ça va bien rendre. Suivi de population, c'est super important. Après le semis, on ne rentre pas chez nous en se disant qu'on ne retourne plus dans notre champ. Donc, on regarde la météo. Si on a du chanvre dans des sols limoneux, on regarde les pluies aussi pour voir si notre levée va être adéquate. Et puis, on va aller évaluer nos populations 3 semaines après le semis, théoriquement. Et puis, si on voit qu'il y a une forte pluie qui peut avoir créé de la battance, on va aller voir les résultats, on va aller voir si notre levée va se faire correctement. Sinon, il y a des interventions possibles. Il y a des producteurs qui ont essayé de passer, entre autres, avec un semoir vide, juste pour décrouter le sol, pour favoriser, pour aider finalement le chanvre à lever. Ou ça peut se faire avec une houe rotative ou un peigne. Mais n'hésitez pas à détruire au besoin. Je pense que c'est quand même une bonne recommandation, dépendamment de la date où on est. Fertilisation. Donc, je commence en vous disant que selon des essais qu'on a faits ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis selon aussi la littérature québécoise et canadienne, mais ici, ce qu'on remarque, c'est que le chanvre répond davantage à la fertilité globale et aux conditions de sol en général. Donc, ce facteur-là est plus limitatif que la fertilisation. Donc, on peut, dans le fond, avoir une fertilisation optimale et des rendements médiocres. On utilise la guide, on a adapté dans le fond, puis on utilise la grille de référence du blé de printemps. Donc, on va fertiliser en azote pour le grain de 90 à 120 unités d'azote. Pour le grain, pour le double fin et la paille, on va monter à 100, 150. Et pour le phosphore-potassium, ça va être selon l'analyse de sol. Ce qui est important de savoir, c'est que le chanvre est une culture exigeante en éléments fertilisants, mais les prélèvements faits par la plante ne sont pas si importants. Donc, le tableau ici vous démontre que durant sa croissance, le plant peut prélever en moyenne jusqu'à 200 unités d'azote à l'hectare. Il va d'azote à l'hectare, de phosphore 47, de potassium 211 et de soufre 14.
Il va en prélever par l'exportation du grain seulement 40 en azote, 19 en phosphore, 10 en potassium et 3 en soufre. Et si en plus on fait du double fin, puis on récolte la paille, on aurait tendance à penser qu'on ferait en azote 200 moins 40, mais il y a dans le fond le processus de rouissage des pailles qui fait qu'avec les pluies puis avec la dégradation, il y a beaucoup de lessivage et de retour au sol, ce qui fait qu'il y a seulement en moyenne 32 unités d'azote à l'hectare d'exporter par les pailles, 6 en phosphore, 6 en potassium. Le timing est super important. Vous avez beau mettre 60 mètres cubes à l'hectare de fumier de bovin bien paillé au printemps, bien, le timing ne sera pas là. Donc, durant la croissance active, le plant n'aura pas ce qu'il faut pour atteindre le potentiel de rendement. Donc, la période de croissance, c'est 4-5 semaines après le semis. Faut faire aussi attention quand on met des applications importantes d'azote. Ça peut, si la libération se fait trop tardivement, bien, on peut avoir un retard au niveau du mûrissement, puis ça va nuire à la récolte. Le fumier de bovin laitier pailleux, on va éviter le printemps, comme je vous ai dit, on va le mettre à l'automne ou sur l'engrais vert avant l'enfouissement ou sur la prairie. Fumier de volaille, bien, ça va être selon le ratio carbone-azote. On va y aller là, à l'automne ou au printemps, dépendamment du matériau qu'on utilise. L'état du sol et le phosphore, bien, c'est important. On veut un sol en santé, c'est un élément qui est peu mobile, donc on veut vraiment optimiser sa présence et son assimilation, surtout que notre système racinaire est peu performant, surtout dans les sols plus lourds. Le soufre, selon les études qui ont été faites, si on a des engrais organiques dans notre rotation, des prairies en plus, là, il n'y a aucun impact sur le rendement à ajouter du soufre. Donc ça, c'est l'image extrême d'un champ qui a été fertilisé à 120 unités d'azote, mais qui n'a pas donné grand-chose, parce que le sol était compacté à la base. Gestion des mauvaises herbes rapidement, parce que je sens que ça avance. Et des ravageurs. Donc, dans le fond, on en a parlé beaucoup. C'est vraiment le choix du site. Hein. On veut faire le chanvre dans un champ qui est relativement propre. On veut faire un semis qui est uniforme, qui couvre bien. On veut une bonne implantation dans un sol qui est bien structuré, bien égoutté. Si jamais on sait qu'on a des annuels à gérer, bien, on va les gérer avec des faux semis. On va tarder le semis un petit peu. Il y a le contrôle mécanique qui est encore à explorer. Il y a eu des essais de fait, mais puis il y en aura aussi en 2019, mais ça c'est à venir. Contrôle chimique, bien, il n'y a pas beaucoup de produits disponibles. Il y a un produit qui est disponible contre les graminées, mais contre les feuilles larges, il n'y a encore rien au niveau du grain au Québec. Et de la paille non plus, je pense que c'est des produits qui sont homologués en Ontario, hein, Olivier? OK. Les chanvres spontanés, le règlement sur le chanvre industriel nous demande de les détruire. Ça, c'est les plants qui vont pousser l'année suivante. Ça, je vous le pense, c'est un essai qui avait été fait de sarclage en poste levé. Là, je vais aller un petit peu rapidement là-dessus. Gestion des ravageurs, il n'y en a pas beaucoup. Les maladies principales, c'est la pourriture blanche, donc la sclérotignose, et la pourriture grise. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans la région, c'est vraiment la sclérotignose. Plus on a des plants serrés ou plus on a une grande population, plus l'incidence va être élevée. Les insectes, il n'y en a aucun spécifique au chanvre, mais on a de plus en plus, je pense, dans le sud du Québec, là, des problèmes avec la pyrale du maïs. L'altise à tête rouge un peu, les punaises ternes, quelques espèces de punaises à bouclier, puis du puceron. L'année passée, il y avait plein de pucerons dans le chanvre, c'est bizarre. Je passe rapidement parce que je veux passer la parole pour la récolte à Christian. Merci Audrey. Donc, on poursuit avec la récolte. En fait, cette année, pour la première fois, depuis 15 ans, on faisait uniquement la récolte du grain. Cette année, on a fait la récolte de la paille, pas sur toute la partie des cultures qu'on avait, parce que sur les 106 hectares qu'on avait, l'année passée, ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu une sécheresse. La paille était très courte dans certains champs, même si le rendement en grain n'a pas été tellement affecté.
Donc, on a choisi 2-3 parcelles qui étaient quand même belles, puis on a produit de la fibre pour Agrofibre avec l'appui d'Olivier. Donc, on a travaillé là-dessus et on a récolté aussi là, une certaine partie des feuilles et des fleurs en 2018, mais je vais vous admettre que pour l'instant, ce n'est pas très concluant. Donc, la récolte du grain, tantôt je disais en début que c'était pas, fallait pas s'improviser producteur de chanvre là, comme ça, sans savoir comment récolter, surtout. Donc, c'est très important là, de suivre quelques recommandations avant de faire une détresse psychologique assis sur la batteuse. Donc, quand récolter, les indicateurs, dans le fond, c'est relativement simple. C'est très bien expliqué aussi dans le guide du chanvre. On s'assure que ça fait au moins 85 jours que ça a été semé, parce que les variétés qu'on a présentement, c'est des variétés qui maturent dépendamment de la météo, là, mais s'il n'y a pas de stress, entre 90 et 100 jours. Si on s'aperçoit qu'il y a des oiseaux, ça, je vais vous admettre que je n'ai jamais vraiment vérifié ça, mais s'il y a des oiseaux qui sont présents, donc ça veut dire qu'il y a des graines matures, là, que les oiseaux s'en occupent. Les feuilles pâlissent, le champ passe d'un vert foncé, s'il était bien fertilisé, là, il passe d'un vert foncé à un vert beaucoup plus pâle, les feuilles. Il y a plusieurs grains mûrs qui sont apparents sur le plan. En frottant, moi, ce que je fais, je m'en vais dans le champ, puis on prend des caboches de chanvre, on les frotte dans nos mains, on regarde qu'est-ce qui sort, on regarde le pourcentage de grains verts qui sort avec les grains bruns. On essaye d'avoir un 50-50, grains verts, grains bruns. Puis, il ne faut pas attendre, il ne faut pas penser que le chanvre se récolte quand tout est mûr, comme le blé, exemple, ou les petites céréales. C'est vraiment une plante à floraison continue, donc il va faire il va mûrir jusqu'à temps qu'il y ait une gelée mortelle. Et c'est la qualité décroît avec la maturité du plant, là. Si on attend trop, ben là, on commence à avoir des problèmes de grains qui sont trop matures, qui ont craqué, parce qu'il faut comprendre que le chanvre est une graine là, qui est recouverte un peu comme une noisette d'une écaille. Puis quand cette écaille-là fend par maturation ou par vieillesse, on peut dire, ben là, ça commence à rancir, là. Ça commence à aller mal, là. Et on regarde s'il y a de la présence de grains au sol. Je vais continuer pour être sûr que je ne me répète pas, mais ce que je voudrais vous dire rendu là, c'est que ça dépend aussi du chantier de récolte. Si on a 5 hectares de chanvre, c'est pas grave commencer à attendre qu'on soit rendu au point vraiment optimal, puis là, on se met à récolter. Mais si on a 100, 200 hectares à récolter, si on n'a pas fait nos semis, si on a fait tous nos semis dans 2 jours, bien là, il faut comme récolter là, rapidement. Il faut commencer avant la maturation, ton degré de maturation idéal, puis finir, c'est sûr qu'on va finir après. Ça dépend toujours de la météo, là. Donc, c'est ça, la maturité est atteinte quand 50 des grains sont visibles et quand 75 des grains sont durs. Gestion du chantier de récolte, comment récolter? Donc, dans le fond, au début des années 2004 à 2008 ou environ, on andonnait la récolte, on mettait ça en andin, on attendait 4-5 jours de beau temps et on récoltait la paille au complet dans la batteuse. Ça, ne réessayez jamais ça chez vous. Parce qu'on a appris là, comment. Puis en plus, il y a des années que la paille était relativement longue. On a vraiment eu beaucoup de problèmes avec ça, des feux de batteuse, des haches-pailles bourrées, tout ce que vous pouvez vous imaginer arrive dans ce temps-là. Maintenant, on récolte uniquement la partie des caboches. Donc, si le plan a 5 pieds, il y a des caboches, là, les plans ne sont pas tous égaux. Il y a des caboches d'à peu près 2 pieds, peut-être là, 2 pieds, 2 pieds et demi du plan. On passe avec la batteuse direct. On attend le taux de maturation que je vous expliquais tantôt. À ce moment-là, le grain a environ entre 18 et 24 d'humidité. On récolte à ce moment-là, puis on récolte uniquement cette partie de la plante-là. Donc, la longueur de paille qui entre dans la batteuse est beaucoup moins longue que si on en donnait ça à 8 pouces du sol. Ça, c'est très important. Donc, les erreurs du début, je viens de vous le dire. L'ajustement de la batteuse, bien ça, il y a toutes sortes de couleurs de batteuses, il y a toutes sortes de machines. Il n'y a pas vraiment de truc majeur à donner là. C'est vraiment un grain, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un grain qui est vraiment sensible. Il ne faut pas le casser, il ne faut pas qu'on brise l'écaille, il ne faut pas en faire de la farine direct dans la batteuse. Donc, c'est pas un grain que tu t'assis dans la batteuse, tu regardes dans ta charte, d'abord dans la charte, il n'y a même pas de chanvre, là, dans la charte de la machine, puis là, tu dis, ça doit être comme le canot, là, tu calibres ça comme ça, puis tu t'en vas. Il faut débarquer et redébarquer pour s'assurer que le grain est bien manutentionné, pas trop sale, etc. Et je vais avoir des photos tantôt où je vous montrerai d'autres ajustements importants.
Et un détail que je n'ai pas mentionné tantôt, c'est que le chanvre est sans gluten. Les acheteurs que je connais, en tout cas, ils ne veulent pas de blé, ils ne veulent pas de gluten dans ça. Donc, allez absolument pas faire une parcelle de chanvre derrière une culture avec gluten comme le blé. C'est assuré que vous allez avoir des grains de blé dans le chanvre. Puis, si vous avez des grains de blé dans le chanvre, bien, parlez-en avec les quelques cribleurs qu'il y a ici. Ce n'est pas évident à séparer. Donc, il faut nettoyer également, là, tu sais, la batteuse chez nous, elle ne fait pas juste du chanvre, elle fait du blé, elle fait du grain mélangé, elle fait de l'orge, elle fait tout. Le nettoyage de la batteuse avant de commencer est excessivement important. Il faut vraiment s'assurer que tout est propre. Même les boîtes à grains, des fois, on part avec la boîte à grains qui est parquée là, ça fait 2 semaines, on ne va pas trop voir dedans, puis hop, il y a du blé caché d'un coin pas trop facile à nettoyer. Il faut vraiment faire le tour au complet. Au niveau du nettoyage, je vais même en reparler là, concernant les phytosanitaires. Là. Ça, je veux juste vous montrer ça. Désolé pour la qualité de la photo. C'est un hache-paille de batteuse. C'est même notre hache-paille de batteuse. Les hache-pailles conventionnelles... T'es-tu sérieuse? Les hache-pailles conventionnelles ont des hache-pailles assez moyens comme qualité. Ça ne fonctionne pas dans le chanvre. Il faut absolument s'acheter un batteur, changer le batteur pour le hache-paille pour un hache-paille un fine cut qu'ils appellent là, à haute vitesse, avec double couteau, comme vous voyez ici, puis avec des ailettes sur les côtés pour extraire là, les fibres qui peuvent aller s'entourer là, parce que c'est vraiment un nick à feu, ce coin-là. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir le bon hache-paille, recouvrir tout ce qui tourne. Tout ce qui roule dans la récolte là, par des tuyaux là, qui ne tournent pas pour s'assurer que ça ne roule pas, parce qu'on a eu des débuts d'incendie, nous autres, dans ces sections-là aussi. Là, désolé pour la photo, mais ça, évitez ça. Des couteaux de faux en avant avec un trou dans le milieu, la fibre entre là, ça se met à chiquer, puis là, ça ne fonctionne pas pantoute. Là, même si je vous dis que ça prend une faux en très, très bonne condition, je comprends que vous pensez que celle-là ne l'est pas, là, mais elle l'est. Puis les dents, là, regardez-les comme faux, là, ça prend ces dents-là. En tout cas, chez nous. On file pour aller un peu plus vite. Ça sort du guide, donc je vous recommande fortement d'aller sur le site du CRAAC, si je me trompe, Agri-Réseau, excusez, pour aller downloader, rechercher le document sur le guide là, du chanvre. Ça, c'est tout très bien expliqué. Là. Je vais rouler assez vite, là, j'ai 4 minutes encore. Donc, aide au dépannage, c'est beau, ça touche la batteuse. Pour vous dire qu'on a commencé la récolte de la paille l'année passée, là, la photo qui est là, ce n'est pas chez nous. Nous autres, on a battu. Il a resté de la paille à peu près 2,5 pieds, 3 pieds maximum de fibres pas coupées. On a passé avec une andonneuse que tout le monde connaît, tous les producteurs de la région connaissent. Malgré nos craintes, ça s'est très bien passé. Nous autres, on était convaincus que ça ne fonctionnerait pas parce que ce qui avait déjà passé dans l'hache-paille de la batteuse était sur la culture. Mais non, l'andonneuse a rentré là-dedans, puis il nous a fait des andins. Puis, étant donné la saison 2018, la paille était courte, donc on a eu une pauvre récolte de fibres, mais on a quand même eu une petite récolte. C'est un apprentissage qui n'aura pas coûté trop cher. C'est tous des équipements qu'on a chez nous. La valeur de la paille, bien là, regarde, on est à la première année, je vais aller vite là-dessus. On dépend d'Agrofibre, dans le fond, dans ça, puis il y a un prix là, qui a été déterminé pour la paille, prix à la ferme. Donc, on va passer vite là-dessus. La chenevotte, on n'a pas touché à ça. Et le rouissage, je ne vous expliquerai pas comment ça fonctionne en détail, mais on laisse au champ 3 à 6 semaines, on retourne une fois au moins pour s'assurer que toutes les fibres sont en contact avec les bactéries du sol puis que le défibrage se fait, ce qu'on appelle le rouissage. Vous voyez, en fait, là, ça, c'est pas chez nous, malheureusement, parce qu'il y a de l'air d'avoir une belle récolte de fibres là-dedans, mais c'est pour vous montrer là, comment est-ce que... Ça, c'est un champ qui a été coupé, qui a été étendu au sol avec un râteau-faneur, puis qui a dû être retourné peut-être une fois ou deux. Puis ça, c'est le résultat. Là. C'est ça qu'on cherche. On cherche une fibre qui est grise, que les bactéries du sol ont bien brouté. La récolte de la paille, je vais aller vite, là, parce que je viens de vous en parler. Ça, c'est encore un exemple. Ça, je pense que ça vient de chez nous. La récolte des fleurs et des feuilles, écoutez... La récolte des feuilles et des fleurs, on a pris, nous autres, on a récolté, dans le fond, tout ce qui passe au vent sur les passes. Fait que c'est encore là, c'est une première année. J'ai hâte d'entendre d'autres conférenciers. On est allé à Burlington, on a appris d'autres choses aussi au Vermont. Il y en a d'autres qui en ont parlé. Mais on travaille là-dessus parce que, dans le fond,
C'est intéressant, le chanvre, le prix était là, il est encore là, le prix est relativement bon, mais il y a tellement d'applications que d'autres conférenciers vont vous parler qu'il faut absolument s'en occuper. Il faut considérer que le chanvre a d'autres choses à faire qu'uniquement le grain. Il faut s'en occuper, il faut apprendre. Ça, c'est la rotobèche. En fait, une fois qu'on a récolté, il n'y a pas beaucoup de machines qui travaillent le sol facilement en arrière d'un champ de chanvre, parce que quand ça fait une semaine, 2 semaines que ça a été récolté, la fibre a pris une certaine texture que là, elle se défibre un peu, puis elle embarque dans un roulement à billes de toutes les machines. Fait que nous autres, la charrue, ça ne faisait pas. C'est vraiment la rotobèche, nous autres, qui fait vraiment tous les enfouissements de récolte après la culture. C'est des disques de 32 pouces qui sont cannelés, qui ça va quand même bien. C'est une machine qui est quand même assez blindée, là. On ne parle pas d'une petite herse à disque standard. Les rendements, très variables. Je vous disais tantôt qu'on a eu la 2e ou la 3e année, 1600 kg. On n'a jamais réussi à revoir ce rendement-là parce qu'en même temps, on a agrandi nos surfaces. Donc, il y a des champs qui, oui, ils ont encore un 1500, des fois 1800 kg, mais on a d'autres champs qui sont à 500-600. Tout ça pour vous dire que la moyenne des 10-15 années est d'autour de 850 à 900 kg hectares. Là, on a vraiment, en tout cas, à la ferme Taillon, on a vraiment un travail à faire maintenant. Là, on va arrêter de rêver au prix, puis on va rêver au rendement. Il faut vraiment trouver des façons de stabiliser notre rendement, pas avoir d'écart d'extrême, puis de gagner là-dessus. C'est le rendement qui va nous rapporter plus. Puis en passant, ce n'est pas sur ma présentation, mais je vous le dis, depuis cette année, 2018, l'assurance récolte assure certaines cultures émergentes, dont le chanvre. Ça, c'est un plus là, pour les producteurs de chanvre parce qu'on n'avait rien avant. Donc, il faut vraiment le spécifier dans notre contrat d'assurance qu'on fait du chanvre puis il est assuré. Ça, c'est les rendements chez nous. Ça, c'est vraiment les rendements chez nous. Vous voyez, là, le beau 1,6, là. Ça, on a changé notre pick-up cette année-là. C'est juste dommage qu'on avait 11 hectares. Mais 11 hectares, puis à ce moment-là, c'était, si je ne me trompe pas, 1600, 1800. Ça faisait quand même intéressant. Ça, c'est une photo que j'aime bien parce que nous autres, chez nous, la culture du chanvre, c'est vraiment la culture la plus difficile à récolter, la plus importante en plus. Quand on a fini, ça c'est... Yvon, c'est l'opérateur de la batteuse, incroyablement compétent et patient. C'est ça que ça prend sur une batteuse pour le chanvre. Puis quand lui, il aime rien que le vin. Il ne prend pas de bière, il ne prend rien, il prend juste du vin blanc. Ça fait que quand on finit de battre le chanvre, je l'attends, là, il était peut-être 9-10 heures le soir. On prend sa petite bouteille de vin ensemble, puis là, on a l'air heureux d'avoir fini, puis c'est le cas. Pour l'entreposage, tu me donnes-tu une minute de plus, Sarah? Oui. L'entreposage, bien, vous savez que c'est un grand 20-22 % d'humidité. Donc, nous autres, ce qu'on fait, on le passe dans un pré-nettoyeur. Aussitôt que les boîtes à grains arrivent à la maison, à la ferme, on le passe au pré-nettoyeur pour enlever une bonne partie de tout ce qui est vert. Assez difficile pour la petite machine que vous allez voir tantôt, mais je pense que c'est important pour la qualité du séchage. Chez nous, on est organisé avec des silos séchoirs. Je vais y aller tout de suite. Ça, c'est le pré-nettoyeur. Ça, c'est le nôtre, mais regarde, il y en a d'autres, là. Mais l'avantage de celui-là, c'est qu'il y a la ventilation assistée dessus. Je pense que c'est un incontournable pour faire les travaux qu'on fait avec le pré-nettoyeur. OK, donc on nettoie avant de sécher. On sèche avec un silo séchoir de 21 pieds chez nous, mais l'important, ce n'est pas la grandeur du silo, c'est la pression statique. Idéalement, on prend toujours le même silo parce que, encore là, pour la contamination des eaux de grain, si on a séché du blé dans un silo l'année d'avant et on veut sécher du chanvre, bien, un silo, ce n'est pas tout le temps facile à nettoyer, surtout quand ils ont des cylindres, des tuyaux de ventilation sur les côtés. Donc, on s'assure d'avoir nettoyé le silo comme il faut, mais surtout qu'on met pas plus que 6 de pression statique. Donc, ça veut dire à peu près 3 à 4 pieds de grain, avec un ventilateur de 15 forces, un séchoir de 2 800 000 BTU. Puis en théorie, on décolle ça à 18 heures le soir, puis le lendemain, vers midi, c'est sec. Il est rendu à peu près à 11 %. Là, à ce moment-là, on le laisse chaud. On le transfère dans un silo d'attente, un silo de réception. On le laisse à chaleur comme ça pendant au moins 8 heures. Ça permet à l'humidité de migrer vers l'extérieur du grain. On décolle les fans, on regagne encore un 2 à 3 degrés d'humidité. Donc, on tombe à peu près à 8-9 %. C'est ce qui est recherché. Donc, pas besoin de le sécher à 9. Si vous êtes rendu à 9 dans votre silo et le grain est encore chaud, ça veut dire que vous allez être rendu à 6, 5, 6.
5,6, là, c'est 4 de moins que l'acheteur. 4 à 3 000 $ la tonne, ça fait 120 $ la tonne. On vient de payer pour perdre. Fait qu'il faut être, mais c'est difficile, là. C'est difficile de contrôler des silos comme ça. Puis ensuite, ben, on ne peut plus, avec les normes maintenant de l'industrie qui demandent 99,9 % de pureté ou presque, on n'est plus capable de faire le nettoyage à la ferme. Avant, on réussissait, mais maintenant, c'est impossible. On passe par un cribleur, puis eux autres s'occupent de rendre le produit conforme à l'acheteur. En fait, je vais aller vite, c'est le genre de séchoir qu'on a. Genre de vis basseuse, ça, regardez, je viens de vous dire qu'on mettait 3 pieds de grain, 3-4 pieds, pas besoin de ça. Fait que je l'ai mis, j'ai ça. On a ça dans nos silos, mais on n'a pas nécessairement besoin de ça pour le chanvre. Plancher perforé à grandeur, c'est certain. Qualité du grain, bien écoute, le chanvre n'est pas un grain, on a parlé, Olivier en a parlé, donc on va aller vite là-dessus. C'est un grain qui est destiné à l'alimentation humaine, donc qui se consomme cru, donc il faut qu'il soit vraiment... Moi, je m'amuse à dire des fois, il y en a qui m'appellent, hey, comment est-ce qu'on fait faire du chanvre, tout ça, puis c'est des gens qui ont à peu près jamais produit de grain. Surtout pas de grains de consommation humaine. Puis là, ils veulent faire du chanvre. C'est une étape, c'est un gros pas. Je dis des fois, ceux qui n'ont jamais fait 1 kilomètre à la course puis ils s'inscrivent au marathon de Boston, ils n'ont pas grand chance de gagner, bien, ça part à peu près comme ça. Audrey, c'est-tu toi qui devais parler de ça? Bien, je peux continuer. Oui, bien, oui. Je pense qu'il reste moins 5 minutes. C'est juste, dans le fond, de dire à quel point, je pense que Christian en a parlé, là, la qualité du grain, vu que c'est pas, il n'y a pas de standards puis de seuils qui sont vraiment fixés par une instance, parce que le chanvre ne fait pas partie de la Commission canadienne des grains. Donc, chaque acheteur a son seuil, ses limites. Principalement, le chanvre va être analysé ou testé sur des paramètres physiques, microbiologiques et chimiques, mais aussi organoleptiques, donc entre autres le goût puis le visuel. Mais physique, là, vous avez la pureté, on parle de 99 %, la couleur du grain, tout ce qui est mauvaises herbes aussi, les sclérotes, puis ce qui fait déclasser, c'est beaucoup le décompte de bactéries mésophiles ou les levures moisissures. Et tout ce qu'on ne veut pas, là, coli, salmonelle, tout ça, c'est testé aussi, il y a des seuils limites. Ça, c'est des exemples, dans le fond, de rapports de l'eau qui ont été envoyés chez des acheteurs avec le classement. Puis je voulais terminer, dans le fond, par vous dire que c'est important, quand on fait du chanvre, de bien faire nos budgets avant de commencer. Puis dans le guide, bien, il y a les budgets pour le grain bio conventionnel, pour la fibre aussi, la paille conventionnelle et biologique. Je ne passerai pas à travers parce qu'on n'a plus le temps. Mais bref, la conclusion, c'est que toutes les étapes sont vraiment importantes pour la réussite du chanvre industriel. Puis l'argent, bien, n'est pas dans vos poches tant que le lot n'est pas rendu chez l'acheteur et accepté. Puis là, ça, c'est la slide à Christian qui... Oui, je vais aller rapidement, malgré que là-dessus, je pourrais passer encore 10 minutes. Regarde, en fait, là, le résultat de 15 années de chanvre, ça ne s'est pas fait tout seul. Ferme Taillon et Fils, on a eu la chance d'être dans une région où la culture était bien accueillie. Tout le monde a embarqué, le GMA, le MAPAC, tout le monde, Agrinova, les MRC, la CLD ont même contribué là, financièrement à nos essais sur le CBD l'année passée. Donc, on s'aperçoit, puis la salle est là pour le prouver, on s'aperçoit que ça intéresse beaucoup de monde. Donc, on a beaucoup de soutien, des groupes d'innovation, on fait des projets. La R&D est embarquée dans nos affaires aussi. On a fait des voyages qui ont été en partie supportés par le MAPAC, par tout le monde. Donc, ce n'est pas un résultat d'une entreprise ou de 10 entreprises dans la région, c'est vraiment de la concertation qui a fait qu'aujourd'hui, on peut dire que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la vallée du chanvre, on va dire, de l'Est du Canada. On va dire ça de même. Donc, merci pour votre attention. Merci. Je n'ai pas de mérite d'avoir préparé ça. J'avais des slides. Moi aussi, j'avais une présentation, mais on l'a fusionné. C'est Audrey qui a tout fait le travail parce que du PowerPoint, il y a beaucoup de temps à mettre là-dessus. Donc, merci.